Merci beaucoup sur cette phrase finale que j'ai notée comme ça. Heureux, heureux ceux qui invitent la rencontre, s'invitent à la rencontre et veulent la vivre en vérité et en réalité, y compris avec les faiblesses, les blessures et les fractures. Merci beaucoup. On va peut-être continuer notre tour d'horizon. Vous l'avez bien vu, ce mot rencontre là, vient d'être cité. J'ai remarqué que Jean-Marie a ouvert ses propos également par cette question de la rencontre. Autrement dit, l'autre, les autres, la rencontre est un point clé, effectivement, qu'il nous faut travailler. Alors, tout de suite, un nouveau témoin. Je signale au message, je vais l'oublier, une petite feuille, vous pourrez retrouver et vous procurer le livre de Jean Vanier, Le signe des temps, la lumière de Vatican II, tout à l'heure en sortant. Donc, certainement une lecture intéressante pour ce week-end, par exemple. Alors, voilà, cette question de la rencontre, on va continuer et de l'autre, à l'aborder avec Elisabeth Bourgois, qui connaît bien la maison, puisqu'elle a été d'abord longtemps dans un établissement, si j'ai bien compris, à Lille, à Notre-Dame de la Treille, qui est devenue Notre-Dame de la Paix. Et puis, elle connaît bien cette maison aussi, tout à l'heure, elle a été la redécouvrir, a trouvé de nombreuses transformations, puisque vous avez été enseignante ici, à l'école des infirmières, et que vous exercez effectivement toute cette profession tout en nous traduisant vos imaginations, en même temps vos relations avec l'histoire, et puis avec chacune des personnes que vous rencontrez, au travers de nombreux romans, mais pas que des romans, en même temps de la poésie, là aussi. Et donc, vous mettez en relief souvent la question du silence. La question du silence qui pèse sur des gens qui sont broyés et qui sont dans le rejet, la haine, la violence. Et vous faites souvent ressortir aussi qu'il y a toujours, malgré cette souffrance, un espace infini d'espérance au cœur de chaque être humain. Autrement dit, vous posez sans cesse cette question de savoir finalement comment laisser de la place à la vie, malgré les difficultés, les fractures, car c'est au cœur de chacun d'entre nous, de nos bulles, que se trouve certainement cette capacité d'aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre. Merci. Je voudrais d'abord saluer les élèves du lycée Nazareth de Boulogne, mon petit coin. Il y en a là? Non? Ah bah mince, j'avais dit que Boulogne venait. Bon, bah, ce sera pour l'année prochaine. Tant pis, ça tombe à l'eau. Je voulais remercier d'abord Jean Vanier parce que grâce à lui, j'ai une belle-sœur qui est autiste, gravement atteinte, qui est très violente par rapport à elle-même, mais qui se frotte les mains et qui rit quand elle va dans les centres, les journées Foi et Lumière. Je voulais vous remercier de tout ce que vous apportez aux familles des personnes handicapées parce que c'est franchement difficile. On parle de la peur de l'autre et c'est vrai que quand je me trouve au milieu de ces personnes handicapées, quelquefois agressives, qui vous touchent le corps, ça fait peur. On a un moment, on ne comprend pas, on a envie de dire, bon, bah, allez, sois raisonnable. Et elles ne peuvent pas être raisonnables, mais je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez fait. Et je veux dire aussi une deuxième chose, par rapport aux intouchables, et là c'est peut-être un peu personnel, mais c'est pour donner un immense espoir à tous ceux qui se sentent inférieurs, ne serait-ce que parce qu'ils sont dans un fauteuil. Il y a quelques années, un de mes fils me parle de ses amours. Je suis très amoureux, maman, je suis très heureux, je ne veux pas savoir, etc. Et le jour où il me présente sa fiancée, enfin, elle n'était pas encore fiancée, elle était en fauteuil, accident de voiture à 16 ans, tétraplégie. Donc la tétraplégie, c'est les 4 membres paralysés. Une jeune fille magnifique, très belle, très intelligente, qui s'était rencontrée à Sciences Po. Et ils ont décidé de se marier. Mon fils, lui, on l'appelait dans la famille sacado.com parce qu'il fait partie d'ONG, il parcourt le monde entier, il bouge beaucoup. Et elle est en fauteuil. Ils se sont mariés il y a 3 ans. Et elle, qui ne sent rien dans son corps, aujourd'hui,
un bébé qui va naître, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Elle ne sent rien et elle sent la vie en elle, elle sent ce petit bout de chou qui remue. C'est l'amour absolu, elle rend mon fils très heureux. Et je voulais justement donner ce petit témoignage peut-être personnel pour vous dire qu'au-delà de ce handicap physique, où on passe au-dessus des gens, ce sont ces personnes-là qui peuvent rendre quelqu'un qu'on pourrait dire normal et anormal, les deux personnes très très heureuses et plein d'imagination pour réussir à passer au-delà des difficultés matérielles. Il y a même un petit menuisier de Rabat qui leur a fait un super berceau qui monte, qui descend pour qu'elle puisse s'occuper du bébé. Voilà, donc merci de votre témoignage, monsieur. Alors, moi j'ai un grand défi parce que M. Drepaille m'a demandé de parler en 13 minutes précises de l'amour, entre autres, parce que c'est un petit peu ma spécialité. Comme l'amour est éternel, c'est un peu compliqué, mais on va essayer donc de relever ce défi. On parle depuis le début de l'autre différent, mais il y a un autre qui tout d'un coup va vous perturber, rentrer en plein en vous, c'est celui que vous allez aimer. Alors vous êtes plein de jeunes, là, garçons, filles, et les histoires d'amour, je suis sûre qu'elles sont extrêmement nombreuses entre vous. Et ça n'est pas si facile. On a aujourd'hui, et vous avez aujourd'hui dans vos établissements scolaires souvent, un message très sécuritaire. Faites l'amour, comme si l'amour se fabriquait, mais surtout méfiez-vous des conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est cet amour? En fait, on a en nous une espèce de bulle protectrice. C'est un certain monsieur Hall, si je comprends, si je me souviens bien, qui avait déterminé ça. Quand on est devant quelqu'un d'autre, on se protège un petit peu par une espèce de bulle invisible et que l'autre ne doit pas être trop près de vous. Vous avez des gens, vous n'avez pas envie de leur serrer la main parce qu'ils paraissent sales, parce qu'ils paraissent bizarres, etc. Vous avez des personnes qu'on va voir que de loin, c'est plus facile de parler avec des gens au loin quand ils ne sont pas trop proches de nous. Quelquefois, vous avez des gens qui vont vous heurter parce qu'ils vont être trop proches de nous. Par exemple, dans le métro, très serré, très tassé, ça sent mauvais, ça colle, ça pue, c'est pas agréable, ça transpire, c'est bon. On n'a pas très envie. On a l'impression d'être perturbé. Notre bulle personnelle, elle est faite aussi d'un corps qui a changé énormément depuis quelques années pour vous. Certains de vous sortent juste de l'adolescence. Votre corps est, pour les filles comme pour les garçons, va passer de ce stade de l'enfance, où vous êtes tout bien avec la famille, etc., vers ce passage du monde des adultes sur un pont qui est fragile. Un pont comme un peu entre deux rives, vous savez, qui va balancer entre deux rives dans le vent, etc. Et vous êtes là sur ce pont, d'une façon assez instable. La première chose que le jeune va faire, c'est essayer d'apprivoiser ce corps. Votre corps que vous n'allez peut-être pas trouver parfait. Vous allez vous trouver et vous regardez dans la glace, vous dire, oh là, j'ai pas les fesses comme ci, je suis trop grosse comme ça, j'ai pas les seins qu'il faut. Le garçon est très très inquiet de savoir si son organe essentiel est assez grand ou qu'il va fonctionner comme il faut. Ce sont des questions très très intimes, très profondes et voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question. La première chose que vous allez faire dans le respect de votre propre corps, c'est d'abord que vous allez trouver une certaine intimité avec vous-même. C'est-à-dire que même quand vous étiez petit, si vous preniez votre bain, votre douche en famille, peu importe, on ne ferme pas la salle de bain, à un certain âge, vous allez vous enfermer vous-même dans la salle de bain parce que vous avez besoin d'apprivoiser votre corps. Vous allez faire grandir ce corps dans votre bulle personnelle. Un jour, vous allez... Ça y est, ça va? Vous êtes rassurés? Bon. Un jour, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vos deux bulles vont se heurter et elles vont s'interpénétrer l'une dans l'autre. Rencontrer quelqu'un dans l'acte de
sexualité, ça n'est pas simple, parce que c'est tout d'un coup faire l'autre, que l'autre soit soi. C'est vraiment une unité profonde. J'ai souvent des jeunes qui me disent « j'ai eu une relation sexuelle, ça ne s'est pas bien passé, ça fait mal, c'est pas agréable et je ne suis pas normale ». Est-ce qu'on n'a pas été quelquefois trop vite parce qu'on n'a pas connu l'autre, cet autre qui n'est pas nous-mêmes, qui n'a pas la même odeur, qui a le contact du corps, de la peau qui n'est pas le nôtre et qui fait que l'on est perturbé par l'autre. L'être humain n'est pas est un animal, si on veut sexuer, mais il a, à la différence de l'animal, on a trois entités. On a son corps, on a son esprit et on a son âme. J'aime bien penser au mot âme et amour. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas grave. Le corps, votre corps est soumis à des hormones, à des pulsions. Vous n'allez pas tout d'un coup ici cet après-midi parce que franchement vous allez repérer, les garçons repérer une nénette absolument géniale. Vous n'allez pas tout d'un coup vous foncer dessus en disant bon bah on se met dans un coin et on y va. Vous demandez prof de maths, madame est-ce qu'on peut s'il vous plaît. Vous avez en vous des attirances vers l'autre sexe et en même temps vous allez vous retenir parce que vous avez une réflexion. Cette réflexion qui est la réflexion humaine, de se dire qu'elle va être la conséquence de ce que je vais faire. Vous avez aussi, on a besoin, pour vraiment réussir à pénétrer la bulle de l'autre, d'y aller tout doucement et de ne pas la casser, comme quand vous cassez un ballon, paf, ça éclate. Quand vous pénétrez tout doucement, vous n'allez peut-être pas casser. Essayez même avec une bulle de savon, on y arrive, on peut pénétrer doucement sans casser la bulle. Ce qu'il faut surtout, c'est apprendre à connaître l'autre et qu'il y a énormément de relations garçons et filles qui ne se passent pas bien, tout simplement parce que le garçon, comme la fille, cherche d'abord son propre plaisir. Or, c'est l'inverse de l'amour. Le plaisir personnel, sans chercher ce qui va plaire à l'autre, c'est une catastrophe. Tout simplement parce que vous allez vous faire plaisir et peut-être que l'autre n'aura pas le plaisir. S'il y en a un des deux qui adore mordiller l'oreille droite de son conjoint et que l'autre a horreur de ça, s'il y en a un qui adore embrasser sur la bouche de façon très très longue et que l'autre a horreur de ça, mais si l'autre n'en tient pas compte, ça ne va pas bien se passer. La relation sexuelle, c'est quelque chose de très court. C'est pas du tout ce qu'on voit dans les films porno, je vous rassure, c'est pas la peine de les regarder, c'est pas ça dans la vie. C'est très court et en même temps ça se prolonge dans une relation sur le temps qui se base sur l'amour. C'est-à-dire penser d'abord à faire plaisir à l'autre. Il y en a aussi beaucoup dans cette relation à l'autre qui ont très peur de s'enfermer dans quelque chose qui va nuire à leur liberté. Si j'aime quelqu'un en exclusivité, je vais m'enfermer, je vais ne plus être libre, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Or, le véritable amour, c'est vraiment de permettre à l'autre d'être lui-même. Il n'y a rien de pire qu'un couple qui rentre quelquefois en telle symbiose que l'un et l'autre ont perdu leur propre personnalité. Chacun sa personnalité. Le garçon doit aider la fille à être encore plus femme. La femme doit aider son mari à être encore plus homme. Franchement, l'importance de l'homme aujourd'hui est essentielle, essentielle, essentielle. Donc, on se doit dans l'amour, non pas d'écraser l'autre en se disant je le prends pour moi, pour me faire plaisir au moment où j'en ai envie, mais je pense à l'autre pour l'aider à s'échapper complètement dans la liberté. Vous savez qu'à deux, on fait 10 000 fois plus de choses que tout seul. L'autre, qu'est-ce qu'il doit être? L'autre, ça doit être pas l'empêcheur de tourner en rond. Ça doit pas être celui qui vous enferme dans un rond. On va rentrer tous les soirs à cette heure-là et on va faire ci, on va faire ça. Le ronron de la vie. L'autre, c'est celui qui va vous étonner. C'est celui qui va vous aider à vous mettre en valeur. C'est celui qui va vous monter le moral. C'est celui qui va au sel, qui va ne jamais vous désespérer de vous et qui va en même temps avoir besoin de vous. Dans un couple, on est souvent pas tout à fait dans la même phase parce que vous êtes, il y en a un qui va bien, l'autre un peu moins bien. Avec le fil du temps, c'est pas toujours
toujours évident. Mais l'autre vous ouvre une infinité de possibilités absolument extraordinaires. Je vais vous redonner un petit exemple aussi assez amusant. Il y a quelques années de ça, j'avais deux jeunes gens qui couraient un petit peu derrière moi. Et puis il y en a un qui me dit, je te parie que tu ne devras pas sauter en parachute. Vu mon niveau en EPH, j'ai démoralisé des générations entières de profs de gym. Je l'ai regardé, je lui ai dit, je te parie que j'y arriverai. Et je voulais lui prouver, parce que je pense que je l'aimais peut-être un petit peu, que pour lui, j'oserais sauter en parachute. J'ai sauté en parachute, abondu, et je ne me suis pas cassé la jambe. Bon. Et puis l'autre, il s'est dit, zut, elle a sauté en parachute. Pour plaire au premier, je vais lui montrer que moi aussi, je l'aime. Alors il a sauté en parachute, abondu, encore moins sportif que moi. 4e saut, je me casse la jambe. Lui, au premier saut, il me téléphone le lendemain, il me dit, je me suis cassé la jambe. 3 mois après, on était mariés, ça fait 37 ans que ça dure et c'est super. En fait, dans cet amour qu'on avait l'un pour l'autre, on a voulu complètement se dépasser et on a un fils qui est maintenant qui a été parachutiste aussi. Bref, ça mène à tout. Mais on était très très différents l'un de l'autre, on s'est dépassés et en permanence, quand je relis nos années de mariage, tout ce que nos enfants nous font découvrir, entre autres ceux qui se heurtent au handicap, et je me dis que notre amour nous permet de nous défoncer en permanence et de ne pas... Oui, dans tous les sens du terme, merci. Et de ne pas avoir peur. On prend des risques. On prend des risques toute la vie, on en prend tout le temps. Mais si vous, les jeunes, si vous, à votre âge, vous essayez un partenaire, un autre partenaire. Moi, je vous dis ça parce que j'en rencontre beaucoup de jeunes et je suis quelquefois un peu découragée pour eux. Ils vont essayer une fille, ils vont essayer un mec, ils vont réessayer une fille, ils vont essayer de voilà, d'un côté, d'un autre, etc. Sans jamais oser s'engager, c'est-à-dire sans avoir le temps de se construire et de construire leur vie de couple. À ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Essayez, la première chose que vous devez faire, c'est d'essayer d'avoir confiance, absolument confiance en l'autre. Et une chose que vous devez bannir absolument dans votre première relation avec quelqu'un d'autre, c'est le mensonge. Quand j'étais petite, on m'avait appris au catéchisme, dans le temps où les catéchismes, on apprenait les choses par cœur, que mentir, c'était dire le contraire de la vérité avec l'intention de tromper. Combien de jeunes couples se mentent dès le départ, font croire à l'autre qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Soyez très vrai avec vous-même, soyez très vrai avec l'autre. Et souvent on me dit, mais comment je saurais que c'est lui ou c'est elle, celle avec qui je vais pouvoir partir dans la vie, quand même, c'est une sacrée aventure de partir dans la vie. La confiance. Vous allez sentir cette atmosphère de confiance entre vous, vous dire, bon, ben, à deux, on va y aller. On ne sait pas exactement où on va, peu importe, mais on sera toujours l'un pour l'autre. Voilà un petit peu en gros ce que je voulais vous dire sur cette relation de l'autre. Merci bien, merci. Vous avez compris comment vous demandez votre chérie en mariage. Il y a un bon sens de parachutisme à monter. C'est facile maintenant, les ailes, elles sont toutes simples, mais dans le temps, ça sautait. Les ailes de l'armée, c'était plus dur. Merci bien, merci pour ce doux témoignage d'une part que vous nous apportez à partir de votre réflexion sur l'autre et la façon d'apprendre à connaître et de devoir connaître l'autre et le respecter. Et en même temps pour ce très beau témoignage du début de votre intervention, où vous faisiez part de la naissance imminente, peut-être de votre petite-fille, et je crois que petit-fils, et là, à quel point, là aussi, cette acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses difficultés, mais en même temps, avec toutes ses qualités,
et des qualités effectivement à prendre en compte et qui nous donnent l'espoir de la vie. On voit bien depuis tout à l'heure, on nous a dit avec Jean-Marie Hitler, là où il y a des fossés, il faut établir des ponts. Avec Jean Vanier, nous avons eu également cette démonstration, là où il y a de l'humiliation, il faut créer de la rencontre. Et là maintenant, là où il y a effectivement des interrogations, eh bien il faut créer aussi des passerelles et apprendre à se connaître. Alors nous allons aller sur une quatrième rive, celle de la société. Nous allons y aller avec Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye, dans le Nord, vous le connaissez, puisqu'il a été député du Pas-de-Calais, sénateur, conseiller régional, président de l'Association des maires de France, ministre de la fonction publique, de l'aménagement du territoire et de la réforme de l'État, médiateur de la République. Je sais à quel point, parce que nous avons déjà eu l'occasion d'échanger, cette mission de médiateur a été très importante dans votre relation avec la société et avec l'ensemble de cette population qui constitue des citoyennetés. Et puis vous êtes aujourd'hui toujours maire de Limbourg depuis une bonne quarantaine d'années, si je ne me trompe pas, et en même temps président du Conseil économique, social et environnemental, donc depuis 2 ans. Et dans un essai récent, reprenons-nous, et bien, et puis de nombreuses interventions, vous analysez notre société française en nous disant que nous sommes en état de burn-out. Un état de burn-out avec un moteur exclusion qui tourne à plein, avec une société qui souvent se dit fatiguée, avec des problèmes multiples, mais dans lesquels il faut savoir écouter, expliquer, faire confiance, valoriser, accompagner, et puis surtout sacrifier non pas la vision du court terme, mais essayer d'aller sur les lignes du long terme, les lignes de l'initiative et du risque. Alors comment considérer les autres dans cette société qui est faite de fractures et comment créer de l'espoir? Bon, merci de m'avoir invité. Je ne suis pas sûr d'être le plus compétent parce que je ne suis ni philosophe ni médecin, mais je suis extrêmement intéressé par vos différents témoignages. Et en vous voyant devant nous, vous les jeunes, vous êtes notre avenir et on peut comprendre la lourde responsabilité qu'est la nôtre de vous laisser aujourd'hui un système mondial qui n'est pas très performant, puisqu'on parle de dette, on parle d'empreinte écologique largement dépassée. Et une des questions qui est au cœur de vos parents et au cœur de vous-même, c'est qu'est-ce qui nous attend demain? Et l'on voit bien que à cette question, il faut essayer d'être attentif, de poser les bonnes questions. Ce n'est pas votre parcours, c'est quel est le type de société dans lequel vous allez vivre et vous voulez vivre. Et quel est le rôle que vous voulez prendre dans cette future société. Je vais vous donner quelques flashs, peut-être un peu simplificateurs, en tout cas je mets ça au débat. N'oubliez jamais que nous sommes un animal qui, à sa naissance, est dans tous les animaux de la planète le plus dépendant de ses parents. Vous prenez n'importe quel animal, au bout de quelques jours, il va marcher tout seul, il va courir, etc. Nous sommes obligés d'attendre de nombreux mois, quelquefois plus d'une année et 2 années, pour pouvoir commencer à imaginer, à être dépendants. Si nous n'avions pas des parents pour nous occuper à notre naissance, on est assuré de mourir immédiatement, ce qui est le cas unique de la Terre. Comment donc imaginer un seul instant que nous soyons dépendants au niveau de notre vie et que nous puissions souhaiter vivre seuls et pour soi dans notre vie d'adulte? Nous sommes un animal grégaire. Nous avons besoin de vivre en tribu, en communauté, etc., etc. Donc, l'altérité fait partie de votre vie et de votre construction. Le deuxième élément, et donc la vraie question, c'est comment nous organiser pour vivre ensemble. Deuxième élément, peut-être pour vous montrer
moi. Dans le monde entier, actuellement, quels sont les 3 problèmes politiques qui se posent à tous les pays et que vous allez donc devoir apporter votre contribution pour tenter de les régler? Le premier problème, c'est la démographie. Le monde est en train d'exploser sur le plan démographique et d'accentuer l'équilibre entre personnes âgées et personnes jeunes. Si vous restez dans ce que Jean appelle la notion de norme, les jeunes, les vieux, les moins jeunes, nous allons voir nourrir de plus en plus des conflits générationnels qui vont mettre à mal les pactes collectifs de solidarité entre les générations. Et donc vous avez vocation à être attentif au fait que souvent, plus on avance les solidarités publiques, plus on fait reculer les solidarités privées. Et que vous ne pouvez pas saucissonner votre tranche de vie qui considère à dire que tant que je ne suis pas dépendant, les parents doivent s'occuper de moi, et quand je suis indépendant, que les parents s'occupent tout seuls. Si je dis ça, c'est que je vois beaucoup de montées dans tous les pays, de plus en plus de jeunes qui disent « je ne vois pas pourquoi je ferai la retraite des vieux et leurs dettes ». En oubliant que ce qui fait la force d'un collectif, c'est quand je suis en pleine forme et que je peux financer une solidarité qui peut un jour me bénéficier quand je serai faible, ça c'est une cause d'un projet de société. Et n'oubliez jamais que quand les peuples défendent des causes, ils se grandissent, quand ils défendent des intérêts, ils se déchirent. Ayez en permanence le réflexe de défendre la cause, même si vous n'avez pas à négliger vos intérêts. Le deuxième problème politique, qui est celui qui est dans la mondialisation, c'est la localisation des lieux de valeur ajoutée, de consommation, de production, de transformation, qui peuvent se transformer en conflit des États. Montesquieu disait les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. Et l'on voit bien que la montée de la Chine, le déclin de l'Europe, va créer des tensions géopolitiques redoutables. D'autant plus redoutables que vous allez basculer d'une société de l'abondance à la société de la rareté. Si vous vous laissez enfermer dans les dictatures du court terme et de la proximité, vous alimenterez les conflits. Si à chaque fois vous avez le réflexe d'être citoyen du monde et citoyen de votre, vous pouvez éventuellement imaginer que dans la société de l'abondance et de la rareté, ce qui est important, c'est pas tellement la concurrence pour garder tout pour soi, c'est peut-être d'imaginer des sociétés de partage, à condition d'avoir des choses équitables. Le troisième sujet, et qui concerne directement la thèse d'aujourd'hui, et qui est une thèse compliquée, c'est comment faire vivre ensemble des hommes et des femmes de plus en plus hétérogènes. Vous rentrez dans une société multiforme, multiculturelle, qui choque notre génération. Nous étions européens, blancs, chrétiens, etc. Et aujourd'hui, on a en face de nous des musulmans, homosexuels, de droite. Tous nos repères sont en train de vaciller. Et notre confort d'abri derrière les normes est en train d'être secoué par votre propre vie. Considérez que le XXIe siècle, c'est le siècle de la mobilité, c'est donc le siècle de la rencontre avec l'autre. Et vous serez confronté dans votre lieu de travail, dans votre lieu de famille, à la découverte de l'autre, avec sa différence. Et où vous aurez le réflexe de dire la différence m'enrichit, ou bien vous aurez un réflexe coupable, l'uniformité me protège. Et dans la mondialisation, au niveau de la défense des causes, la mondialisation n'est pas l'uniformité. Mais le vivre ensemble mondial nécessite des causes universelles.
celle des droits de l'homme, etc., etc., etc. Et là, j'ai probablement une demande à vous faire. Quand on regarde la construction de nos tempéraments, qui était les nôtres, je crois que nous, adultes, nous n'avons pas pris suffisamment en considération et vos créativités et vos fragilités. Nous étions protégés de la cruauté du monde jusqu'à 18 ans. Ce qui fait que notre problème, c'est qu'on arrivait puceau à 18 ans, mais avec des problèmes de refoulement sexuel de caractère folie. Mais nous avions la capacité de rêver, d'être enchantés, d'attendre avec beaucoup d'attente notre liberté de construction d'adultes dans un monde à peu près idéal, car nous étions protégés par la sphère parentale. Vous vous êtes confrontés à la cruauté du monde dès les plus jeunes. Résistez à la banalisation de la violence. La violence doit toujours être un acte, comment dire, qui montre un dérapage, une faiblesse. Quand on est violent, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Et qu'il faut que vous soyez attentifs à ce que les deux sujets qui, semble-t-il, frappent votre génération, c'est l'identité et la mésestime de soi. Marc Bloch disait que nous sommes moins les fils de nos parents que les fils de notre temps. Vous êtes en train de vivre un moment de l'existence mondiale où tout s'accélère. Votre espace, la Chine c'est 1,2 milliard d'habitants, l'Inde c'est à peu près 1 milliard, Facebook c'est 800 millions. Le rapport au temps est en train de changer. Vous êtes dans une voracité du court terme et de la seconde absolument incroyable. Vous êtes même en train d'imaginer des métiers où ce ne sont plus les hommes et la main d'homme qui travaillent, c'est les ordinateurs. Et donc, cette notion de capacité d'identité est un sujet fondamental. Pourquoi ? On ne peut ouvrir les bras que quand on a la tête haute. On a la tête haute quand on sait qui on est. Et plus on veut être européen, plus il faut être français. Plus on veut être français, plus il faut être breton. Il faut savoir qui vous êtes pour accepter les évolutions de votre temps. Et si je dis cela, c'est que nous avons tous une formidable culpabilisation de chercher à savoir qui nous sommes. C'est même quelquefois assez douloureux. Je me souviens de cet exercice d'un philosophe qui disait, écoutez, on va prendre des choses un peu bizarres pour essayer de faire de la philosophie. Il disait, imaginons que vous soyez tous les uns et les autres obligés de relever ce défi. Ce soir, vous invitez à votre table un inconnu. Et là, les questions surgissent. Est-ce que c'est mon voisin? Mais non, il n'est peut-être pas si inconnu que ça, je le vois. Puis comment le choisir? Est-ce que c'est dans la rue? Et puis est-ce qu'il va me plaire? Est-ce que ça ne va pas me gâcher ma soirée? Etc., etc. Puis généralement, vous finissez par vous retrouver tout seul. Et puis vous trouvez que l'inconnu que vous avez invité à votre table, c'est vous-même. Et donc réfléchissez à ça. Parce que souvent, vous avez des problèmes de refoulement, liés d'ailleurs quelquefois à des maladresses de notre part. Mais en tout cas, à une société qui n'a pas intégré votre formidable créativité, votre formidable inventivité, vous allez rentrer dans un monde où l'individu que vous êtes va revendiquer en permanence sa liberté de choix. Mais au nom de sa liberté de choix, revendiquer la possibilité de la remettre en cause. Donc ça veut dire que tout notre système de s'adapter à cette formidable richesse que vous représentez, en faisant en sorte que l'on ne vous oblige plus à apprendre, mais qu'on apprend à vous aimer à apprendre, que vous soyez curieux tout au long de votre vie avec le sens curaré
vouloir découvrir ce qui est en train de se passer, mais avec la volonté de le protéger. La découverte de l'inconnu, c'est une formidable aventure, mais en même temps, c'est une formidable volonté de protéger ce que l'on découvre. Et de l'autre côté, cette mésestime de soi, soyez attentifs à ce bac à sable. Si vous prenez une maman américaine et une maman française, et vous regardez ce qui se passe dans un jardin d'acclimatation. La maman américaine va prendre son petit John et lui dit « John, enlève ton pull, enlève ton truc, tu vas jouer au sable, fais-toi des copains, vas-y, fonce, extraque !» Et vous avez juste à côté la maman française qui dit « Mon petit, tu vas aller au bac à sable et viens, je vais mettre ton bonnet. Et n'oublie pas ton cachet. Puis si jamais tu as un méchant chien qui vient, tu viens me voir tout de suite. Et puis si on te fait mal, tu viens voir, et si tu as des bonbons, maman va te soigner. » Vous devez aujourd'hui jouer sur vos potentialités et non pas sur vos risques. Le monde de demain, c'est un monde d'aventure, c'est un monde de découverte. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes en métamorphose. Vous avez tout à inventer, tout à imaginer. Mais en même temps, de changer la culture française. Nous devons passer du jeu au nous. Il faut apprendre à jouer collectif. Or, nous sommes trop les uns et les autres dans la valorisation de la personne. Même dans la quête de diplôme, on veut un diplôme pour être à la droite du milieu. Il faut avoir un diplôme pour être capable de s'épanouir ensemble. Et j'invite à ce que vous réfléchissiez à ce que dans la société de demain, il ne s'agirait pas d'être performant, il s'agira d'être épanoui. J'ai en mémoire ces Jeux paralympiques des handicapés il y a 15 ou 20 ans. Il y avait sur la piste de départ de sprint 6 personnes, femmes, handicapées. Le starter donne le départ. La course se lance. En pleine course, un jeune enfant tombe au bord de la piste et pleure. Et une des sprinteuses mongoliennes s'est arrêtée et est allée consoler l'enfant. Tous les autres sprinteurs qui sont arrêtés sont allés consoler l'enfant et ont repris la course. L'ensemble du stade a applaudi. Parce que ce qui était important, ce n'était pas la performance, c'était la capacité d'entendre quelqu'un qui souffre. Et je vous invite à lutter contre votre surdité, contre votre aveuglement, car vous êtes dans une société qui ressemble à une voiture qui va de plus en plus vite avec des phares qui voient de moins en moins loin. Et donc ne vous laissez pas enfermer dans votre réussite personnelle. Et soyez attentifs à ce qu'avec ces formidables capacités d'ouverture que vous offrent les nouvelles technologies, en réalité, vous vous parlez de plus en plus et vous vous écoutez de moins en moins. Vous échangez. Vous n'avez jamais eu autant d'amis sur Facebook. Mais si vous avez un pépin, vous n'êtes peut-être jamais aussi seul. Et aujourd'hui, on voit bien que le problème du XXIe siècle, c'est l'isolement par l'échec. L'isolement de la personne qui se retrouve seule. Et donc on voit maintenant dans le développement des neurosciences les évolutions de certains lobes du cerveau. Et on voit aussi que quelquefois vous êtes très seul en classe. Et que l'épanouissement se voit, la tristesse se cache. Et qu'il faut savoir avoir cette sensibilité de la résonance avec l'autre. Soyez attentifs à ce qu'avec cette nouvelle technologie, si vous parlez de plus en plus et que vous écoutez de moins en moins, s'il n'y a pas d'écoute de l'autre, il n'y a pas d'empathie. Et réfléchissez avec vos profs de philo à la notion d'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de jeu collectif. S'il n'y a pas de jeu collectif, s'il n'y a pas de projet. Et il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de vision. Et donc, vous devez réfléchir à cette altérité. Et l'ensemble des intervenants a montré que l'altérité, en fin de compte, vous fait vous découvrir vous-même. Mais si vous voulez partager avec l'altérité, construisez votre propre identité, car on ouvre les bras que quand on a la tête haute, ce que je disais tout à l'heure. Et l'on voit bien que dans ces chocs culturels, voire ces chocs culturels, si vous êtes campé dans votre identité, vous pouvez imaginer ce que vous acceptez de perdre ou de concéder pour partager la différence avec l'autre.
Et vous pouvez aussi demander à l'autre de concéder ce qui peut éventuellement vous mettre en communion. Si vous êtes en identité faible, pas sûr de vous, vous n'avez qu'une seule solution, c'est de vous construire dans la conflit. Et l'on voit bien que les conflits sont souvent des révélateurs des faiblesses des hommes. J'attire aussi votre attention. Est-ce que vous allez devoir modifier votre rapport au temps, votre rapport à l'espace et votre rapport à l'autre? Vous êtes dans une communauté internationale où l'on voit bien que l'accélération des choses fait que si vous n'y prenez pas garde et si vous avez peur, vous aurez des réflexes suicidaires pour votre avenir collectif. Plus il faudra penser monde, plus vous penserez village. Plus il faudra penser moyen terme, plus vous aurez le réflexe de penser court terme. Plus il faudra penser l'autre, plus vous imaginerez le rejet de l'autre. Car l'autre sera considéré comme un concurrent, quelqu'un qui viendra prendre dans votre assiette alors que vous estimez que vous n'avez pas assez. Soyez attentifs à chaque fois à ne pas résister à ces réflexes primaires. C'est dans le collectif que vous s'en sortirez. C'est dans le partage. Et quand vous allez rentrer dans des taux de croissance plus faibles, je suis de ceux qui pensent, alors après, le débat est ouvert, que vous êtes dans un monde de la rareté de l'énergie et que la croissance qui est liée au nombre d'heures travaillées, etc., est aussi liée à l'énergie. Le 19e siècle a fait un bond de 10 000 ans, croissance. Le 21e siècle a fait un autre bond d'énergie. Nous rentrons dans un moment où l'énergie est faible. Ce qui veut dire que vous serez dans un taux de croissance faible. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un taux de croissance à 4%, on double son pouvoir d'achat en 20 ans. Quand on a un taux de croissance à 1%, on le double à 70 ans. Ça veut dire que si vous avez comme aspiration de réussite personnelle une réussite matérielle, vous risquez d'avoir de lourdes désillusions. Si vous avez comme espérance de vie le fait d'être heureux et épanoui, le bien matériel n'est qu'un support, n'est pas un objectif. Et vous allez devoir avoir un autre regard sur la pauvreté, sur l'activité et sur les biens non matériels. En cartésien, on a du mal à discuter parce qu'on veut tout mettre en équation. Or, un homme et une femme n'est pas en équation. Et puis, il y a deux dangers sur lesquels je voudrais attirer votre attention. C'est qu'à vouloir mettre des normes dans une société, on a oublié de dire cette formidable hypocrisie de la norme. On a mis la norme pour dire ce qui est bien, c'est d'être normal. En réalité, l'instauration de la dictature des normes, c'est pour exclure celui qui est anormal, pour préserver le confort de ceux qui sont normaux. Et nous avons commencé à mettre des barrières au nom de ce qui était extraordinaire pour soulager nos consciences, alors qu'on ne réglait pas ce qui était important, c'est comment faire vivre ensemble des hommes et des femmes différents dans leur apparence, mais extraordinairement semblables dans leur chair, dans leur corps, dans leur âme, et avec ce que votre fils est en train de connaître, peut-être encore plus de bonheur. Et si je dis cela, c'est parce que soyez attentifs à ne pas vous enfermer vous-même dans les normes. Vous êtes toujours le normal par rapport à quelqu'un et l'anormal par rapport à quelqu'un d'autre. La deuxième chose, soyons attentifs à ce que dans notre société, vous ne jugez pas les gens par leur utilitarisme. Car sinon, les travailleurs ne pourront plus payer pour ceux qui ne travaillent pas, les biens importants pour ceux qui sont malades, etc., etc., etc. Tout homme peut avoir sa place dans la société. Et il est important, les deux dernières phrases que je vais vous dire, c'est une phrase d'un poète célèbre, mais qui malheureusement jouit d'une très mauvaise réputation. Quand on voit quelqu'un de malheureux, rappelez-vous cette phrase qui consistait à dire « Il n'a plus assez de musique dans son cœur pour faire danser sa vie ». Vous pouvez tous être le musicien de quelqu'un qui n'a plus assez de musique dans son cœur pour faire danser sa vie. La seconde,
C'est une leçon que m'a donnée Philippe. Jean était à mes côtés lorsqu'on a fait cette formidable journée avec Omar Sy, avec Abdel, avec Driss, avec Philippe aux yeux du Bourg. Il y avait devant nous 600 handicapés dans cette salle. Philippe me dit, Jean-Paul, est-ce que je peux dire quelque chose à la salle? Je lui dis, bien sûr. Je lui présente le micro parce qu'il est effectivement totalement tétraplégique, il ne bouge plus. Et il dit à la salle, vous savez, moi j'étais patron chez LVMH. Et quand j'étais chez LVMH, j'étais exigeant, autoritaire, performant. Il se retourne vers Abdel et lui dit, mais si maintenant j'étais avec Abdel exigeant, à l'attente de sa performance autoritaire, il m'envoie balader. Moi, je ne sais plus rien faire et j'ai besoin de lui. Et donc, pour qu'il accepte de s'occuper de moi, je suis séducteur, affectif et conciliant. Et il laisse passer 3 secondes et il dit, n'attendez pas d'être tétraplégique pour être avec les autres, affectif, conciliant, séducteur. Et je crois que c'était une formidable leçon de vie qui nous vient de quelqu'un qui, parce qu'il a été privé de la mobilité de sa chair, a pu peut-être retrouver une formidable vitalité de son âme.